Très vite, le cloud est arrivé. Et puis, on a le nomadisme qui a explosé, notamment après le Covid. Le télétravail, donc en gros, les usages ont changé. Et le système qui était bien fermé dans ses remparts, ce système-là, il s'est ouvert. Et ce qui fait qu'on est arrivé à un moment où la notion de périmètre, elle était indispensable, mais elle n'était plus suffisante. Et c'est là où la notion de Zero Trust est arrivée. On dit dire, OK, on va pas baser la sécurité sur le périmètre, on va étendre cette notion de sécurité sur la confiance que j'apporte à l'accès à une information. Et c'est ça le Zero Trust. C'est-à-dire que par défaut, on fait pas confiance. On va raisonner avec la notion de moindre privilège et il va falloir en permanence que toute entité, alors j'ai dit entité parce que ça peut être une personne, ça peut être un ordinateur, ça peut être un robot, et toutes ces entités-là, il va falloir qu'elles prouvent qu'elles sont légitimes pour accéder à telle information. Et c'est ça le Zero Trust. Dans l'ombre des réseaux où le danger s'insinue, un bastion se dresse, fort contre l'inconnu. C'est le Zero Trust, sentinelle éternelle, qui veille sans relâche, implacable et fidèle. Nul accès n'est donné sans preuve et vérité, car la confiance aveugle engendre l'impiété. Même l'ami d'hier, pour franchir le seuil clos, doit prouver son chemin, éviter les fardeaux. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du monde de la cyber. Aujourd'hui, nous allons parler de la notion de confiance. Avez-vous confiance dans les outils numériques que vous utilisez ? Vous posez-vous des questions avant de télécharger une application, de mettre en place un nouvel outil ou de cliquer sur un lien dans un email ? Pourquoi la notion de confiance est-elle si importante dans le monde du numérique que nous avons construit ? Cette notion est-elle suffisamment présente ou avons-nous tendance à faire confiance aveuglément sans nous méfier parce que le numérique, c'est trop compliqué et qu'il y a forcément des ingénieurs derrière qui ont pensé à tout. Aujourd'hui, nous allons explorer un thème que je n'ai encore jamais abordé dans le podcast, celui du Zero Trust. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Michel Dubois, directeur scientifique et technique de la direction cybersécurité du groupe La Poste. Bonjour Michel. Bonjour Leslie. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors pour remettre un petit peu de contexte aux auditeurs, il faut savoir que nous sommes aujourd'hui au Forum in Cyber à Lille qui met chaque année une thématique en avant et pour cette édition, c'est le sujet du Zero Trust qui a été retenu. Vous allez nous expliquer donc ce que c'est le Zero Trust. On va revenir aussi sur le livre blanc qui a été publié par le FIC. Donc le FIC c'est le Forum in Cyber en collaboration avec le Césin auquel vous avez participé. Mais avant cela, comme dans tous mes épisodes, j'aimerais bien qu'on parle de vous, Michel. Quel a été votre parcours pour arriver au sein de la direction cybersécurité du groupe La Poste ? Alors j'ai commencé par l'informatique tout petit, puisque quand j'avais 13-14 ans, mes parents ont acheté un ordinateur à la maison. Ça a été une révolution pour moi. J'ai découvert la programmation et surtout un environnement extraordinaire, puisque en fait un ordinateur, il fait tout ce qu'on lui demande. Et on peut lui demander l'infini. Et donc, j'ai commencé comme ça. Je suis rentré dans les armées comme officier. J'ai fait de la cyber dès le départ. Et j'ai fait 27 ans dans les armées en tant que spécialiste en cybersécurité, en tant que OSSI, officier sécurité des systèmes d'information, dans les armées, dans le service santé des armées, où j'ai été pendant près de 10 ans l'officier national de sécurité d'information du service santé des armées. Et puis, j'ai eu l'opportunité en 2018 d'intégrer le groupe La Poste dans la direction de la cybersécurité qui venait de se créer. Et donc, j'ai été un des premiers à construire et à monter cette direction de la cybersécurité. Et voilà, donc depuis 2018, je suis un des agents du directeur cyber et en charge plus particulièrement de tout ce qui est expertise technique sur les enjeux de cybersécurité, aussi bien sur la partie de gouvernance que sur la réponse à incidents, enfin tous les sujets qui touchent à la cybersécurité. En parallèle, j'ai commencé une carrière d'enseignant-chercheur au début des années 2010. Et donc j'ai soutenu ma thèse de doctorat en 2017 sur les enjeux de la cryptographie et la sécurité de l'AES, qui est un algorithme de chiffrement qui est un des plus utilisés au monde. Et donc voilà, en parallèle, donc j'enseigne en école d'ingénieur, en master spécialisé, et puis voilà, de temps en temps, je fais quelques conférences et des articles sur la cybersécurité de manière générale. Tu peux me permettre juste une petite question, c'est quoi ce que vous préférez dans la cybersécurité ? Alors, ce qui est passionnant avec la cybersécurité, c'est qu'on peut tout faire en fait. Ouais. D'abord, on est
on est au cœur des métiers. C'est-à-dire que aujourd'hui, la transformation numérique, tout le monde en fait, on en trouve dans tous les métiers, et ce qui fait que sécuriser un système d'information, on est au cœur des métiers, on va discuter avec les métiers. Moi, quand j'étais dans les services des armées, je discutais avec les médecins, j'ai appris plein de choses sur leurs enjeux de tous les jours. Au fur et à mesure d'évolution à la Poste, en fait, on va discuter avec le spécialiste et la chaîne de distribution des colis, on va voir comment fonctionne le courrier. Et l'objectif, c'est de comprendre quels sont leurs enjeux métiers, puisque l'objectif, en fait, au final de la sécurité, et vous avez en introduction parlé de la confiance, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, puisque en fait, c'est le cœur de notre métier, la cybersécurité. On maintient la confiance. Et la transformation numérique, pour qu'elle puisse fonctionner de nos entreprises, de nos métiers, il faut qu'on maintienne la confiance dans ce que l'on fait. Il y a un exemple que j'aime beaucoup donner, que tous les Français connaissent, c'est le cachet de la Poste. Le cachet de la Poste fait foi, et on a quand même le fameux cachet de la Poste sur le courrier. Il dit, je suis bien sûr que le courrier est parti tel jour à telle heure, et c'est même un élément de preuve pour les paiements des impôts et ainsi de suite. Eh bien, ce cachet de la Poste, qui est analogique et dans le monde physique, on l'a numérisé. Donc on a fait sa transformation numérique, ça s'appelle l'horodatage, et donc c'est le même principe. On va donner un cachet numérique qui va être la date et l'heure d'un événement, et pour maintenir ce même niveau de confiance que l'on comprend bien dans le monde physique puisqu'on voit le tampon sur la lettre, eh bien, il va falloir qu'on mette de la sécurité numérique derrière. Et donc, cette sécurité numérique, on va la prouver. Donc, on l'a fait certifier. Et aujourd'hui, on a un cachet de la Poste, un horodatage numérique que la Poste vend. Et ce cachet, en fait, c'est la même chose que le cachet papier, on l'a transformé. Et on assure son bon fonctionnement par la sécurité. Et donc, en fait, la sécurité, la cybersécurité, est un élément de réussite de la transformation numérique. Et en fait, on a un cercle vertueux qui se met en place où finalement, pour maintenir la confiance qui est au cœur de tout ce que l'on fait, eh bien, il faut passer par la sécurité numérique, et c'est elle qui va garantir que le système fonctionne quoi qu'il arrive, parce qu'au final, un système d'information qui fonctionne, c'est un système qui est sécurisé et qui, quoi qu'il arrive, résiste aux attaques, résiste aux pannes, résiste à tout ce qui peut arriver comme stress extérieur, et va continuer à fournir le service qui lui est fait, qui lui est demandé, et qui donc va maintenir ce niveau de confiance. Et en dehors du cachet de la Poste, il me semble aussi que les timbres maintenant vont être numérisés, non ? Alors les timbres vont être numérisés. On a la lettre commandée qui est entièrement numérique aujourd'hui. On a l'identité numérique du groupe qui est aussi une identité qui a été qualifiée au niveau substantiel par un règlement européen qui s'appelle EDAS. Donc voilà, on a plusieurs processus de transformation numérique qui sont en œuvre, et à chaque fois, on met de la sécurité que l'on prouve au travers de qualifications pour pouvoir maintenir ce niveau de confiance. La Poste, c'est quand même un site internet qui est pas mal ciblé par des phishing, aussi bien par SMS que par mail. Et donc, comment on fait pour l'utilisateur aujourd'hui ? Comment vous faites pour les sensibiliser au fait qu'il faut avoir confiance uniquement dans le vrai site officiel et pas dans tout le reste, dans tous les pièges actuels ? Alors, c'est un sujet, le phishing, la lutte contre le phishing, c'est un sujet qui est très compliqué parce que les méchants, en fait, ont énormément d'imagination et trouvent plein de sujets pour piéger nos potentiels clients. Et donc, on fait de l'information. Donc, on a une page dédiée sur le site laposte.fr, on a une page dédiée sur le phishing pour expliquer ce que c'est, comment ça fonctionne et comment s'en protéger. Et ça demande de la vigilance. Alors, le problématique, l'intelligence artificielle arrive là-dedans. Donc, aujourd'hui, les phishers font des sites de phishing qui sont de plus en plus extrêmement bien faits. Extrêmement bien faits. Et donc, il va falloir faire preuve de plus en plus d'esprit critique pour se dire, mais est-ce que je suis bien sur le vrai site de laposte.fr ? Est-ce que je suis bien sur le vrai site de ma banque ? Est-ce que je suis bien sur le vrai site de tel ou tel service que je veux prendre sur Internet ? Pour être sûr que on se fait pas piéger. Voilà. Donc, pour avoir confiance, il faut avoir de la méfiance. J'irai pas non, je pense pas. Je pense pas qu'il faille pas une méfiance, parce que quand on parle de méfiance, on va mettre de la peur dedans. Ou du doute, parlons de doute. Moi, je préfère plus faire appel à l'intelligence, faire appel à l'esprit critique. Ce qui nous différencie du robot, de l'intelligence artificielle, c'est cette capacité de se poser la bonne question et de se dire, OK, je fais pas n'importe quoi, je me pose la bonne question et je réfléchis. Moi, régulièrement, je suis appelé par ma famille ou par les grands-parents, et ainsi de suite, qui me disent, j'ai reçu un mail de telle banque, et est-ce que c'est important ? Est-ce qu'il faut que je réponde ? Est-ce que c'est ta banque ? Non, alors pourquoi tu réponds ? Donc, oui, parfois c'est des questions très très simples auxquelles on peut et se dire, en fait, c'est du bon sens, et on va en avoir de plus en plus besoin parce que les mails de phishing sont de mieux en mieux faits.
Voilà, donc il faut cet esprit critique, cette capacité de pas cliquer systématiquement et de se dire ok, est-ce que c'est justifié, est-ce que c'est bien moi la bonne personne, est-ce que voilà, je vais pas cliquer sur un mail un SMS de Colissimo, je n'ai pas envoyé un Colissimo. Voilà. On va maintenant parler de notre sujet du jour, donc on a déjà un petit peu commencé à aborder. Donc le sujet du jour, c'est le Zero Trust. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est exactement le Zero Trust? Qu'est-ce que ça veut dire et en quoi consiste ce concept? Alors le Zero Trust, c'est une évolution des paradigmes de protection des systèmes d'information. Autrefois, alors quand je dis autrefois, le Zero Trust, ça date de 2010 à peu près, hein, les premiers éléments remontent à 2005 avec le forum Jericho, et en gros, avant cette époque-là, un système d'information, c'était simple, on avait un réseau qui était enfermé dans l'entreprise, on avait des firewalls qui étaient tout autour, donc des pare-feux qui bloquaient toutes les connexions qui n'étaient pas légitimes et ainsi de suite, et donc on avait construit des remparts en fait autour d'un système d'information. On était bien protégé à l'intérieur. Tout ce qui se passait à l'intérieur restait à l'intérieur, ça sortait pas, et on filtrait ce qui rentrait ou ce qui sortait du système d'information. C'est ce qu'on appelle la défense périmétrique. Et en fait, ça marchait très très bien. Sauf que les usages ont changé parce que très vite le cloud est arrivé. On a eu aussi des gens qui ont dit attendez, moi je voudrais bien travailler quand je suis en voyage à l'étranger, quand je suis en mission à l'étranger, je veux pouvoir me connecter au système. Et là, du coup, faut mettre une passerelle entre le monde extérieur et puis l'intérieur. Et puis, on a le nomadisme qui a explosé, notamment après le Covid, le télétravail. Donc, en gros, les usages ont changé. Et le système qui était bien fermé dans ses remparts, ce système-là, il s'est ouvert. Donc la surface d'attaque s'est étendue. C'est ça. Ouais. La surface d'attaque s'est étendue. Les systèmes se sont interconnectés de plus en plus. Et ce qui fait qu'on est arrivé à un moment où la notion de périmètre, elle était indispensable, mais elle n'était plus suffisante. Et c'est là où la notion de Zero Trust est arrivée. On dit ok, on va pas baser la sécurité sur le périmètre, on va étendre cette notion de sécurité sur la confiance, et on revient à ce qu'on disait au tout début de l'introduction, la confiance que j'apporte à l'accès à une information. Donc on va dire, telle information dans mon système d'information, elle est critique, et je vais contrôler qui accède à cette information, et je vais le contrôler en permanence. Et c'est ça le Zero Trust. C'est-à-dire que par défaut, on ne fait pas confiance. On va raisonner avec la notion de moindre privilège. Et par défaut, je ne fais pas confiance. Et il va falloir en permanence que toute entité, alors j'ai dit entité parce que ça peut être une personne, ça peut être un ordinateur, ça peut être un robot. Et toutes ces entités-là, il va falloir qu'elles prouvent qu'elles sont légitimes pour accéder à telle information. Et c'est ça le Zero Trust. On va revenir sur le livre blanc qui a été publié là cette année pour le FIC. Donc c'est le thème principal du forum InCyber cette année, c'est le Zero Trust. Est-ce que vous pouvez revenir dessus un petit peu, le présenter et nous dire à qui il s'adresse et quel est le message principal que le groupe de travail a souhaité faire passer avec ce livre blanc aujourd'hui? Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites sur le Zero Trust et il n'y avait pas de document qui couvre l'ensemble du périmètre, qui évite de parler des buzzwords et qui soit pas suffisamment pragmatique. Et c'est un peu l'enjeu qu'on a voulu faire, c'est d'écrire un document qui soit facile à lire sous forme de fiches. Donc on lit pas tout le livre, il fait une quarantaine de pages. On ne veut pas lire tout le livre de A jusqu'à Z. Oui, de manière linéaire. Ouais. De manière linéaire. On peut prendre les fiches qui nous intéressent. Comment je vais en parler au COMEX? J'ai une fiche sur le COMEX. Qu'est-ce que c'est que le Zero Trust? On a décrit ça. Et donc, on a décrit différentes étapes. Quelles sont les étapes à mettre en œuvre? Et donc, on a fait des fiches pratiques. On est une dizaine à avoir travaillé dessus. On a fait plusieurs réunions là-dessus. Et puis, au final, voilà, l'idée, c'est d'avoir quelque chose de simple, de clair, d'abordable par un non-technicien. Donc, finalement, quelqu'un qui a jamais entendu parler du Zero Trust, il pourrait lire le document et il comprendra ce qui est écrit dedans. Et puis un RSSI aussi va pouvoir trouver des sources d'inspiration sur comment je dois faire, qu'est-ce que ça implique, est-ce que je suis vraiment tout seul à jamais fait de Zero Trust ou est-ce qu'au contraire j'ai bien avancé dessus sans le savoir. Sans savoir que c'était ça. Et sans savoir que c'était ça. Donc voilà, c'est essayer d'avoir des petits cailloux comme le petit Pousset faisait, des petits cailloux pour dire où est-ce que j'en suis, où est-ce que je vais et comment je fais. Et alors, quel est l'objectif du Zero Trust? Pourquoi est-ce qu'une entreprise a besoin de mettre en place une stratégie de Zero Trust? Alors, tout simplement parce que, comme je disais tout à l'heure, les cas d'usage ont évolué, que les systèmes d'information d'entreprise sont interconnectés, ils s'interconnectent à d'autres systèmes d'information et que tout ça s'est ouvert. Et que du coup, il faut malgré tout que je protège
mon métier, mon business, et que du coup, j'arrive à apporter, à autoriser, à contrôler qui est autorisé à accéder à mon système d'information, qui est autorisé à travailler dessus. Comment j'autorise les interconnexions avec ce système d'information. Aujourd'hui, une entreprise qui vit toute seule, c'est quasiment inexistant. Elle a des prestataires, elle travaille avec d'autres entités, et donc tout ça, ça s'interconnecte, ça communique entre eux, et il faut qu'on puisse apporter toujours ce niveau de confiance. Donc en fait, ça va partir. Donc tout le monde ne doit pas mettre du zéro trust en place. J'allais demander qui est concerné par le zéro trust. Et en fait, tout le monde n'est pas forcément concerné. Une entreprise qui est restée sur un réseau fermé, et ça existe encore parce qu'elle n'a pas besoin de s'ouvrir, elle n'a pas besoin de zéro trust. Son réseau périmétrique, sa protection périmétrique suffit. Par contre, une entreprise qui a commencé à s'ouvrir, qui a plein d'interconnexions avec d'autres systèmes, elle va devoir mettre du zéro trust en place. Alors après, il y a plusieurs niveaux, entre guillemets, enfin, on pourrait parler comme ça dans la mise en place du zéro trust. Il y a deux grands domaines où en fait on peut appliquer, où le zéro trust s'applique en termes de stratégie. Il y a tout ce qui touche à l'authentification et à la classification de l'information. Donc je classifie mon information et j'authentifie qui accède à mon information. Et puis le deuxième volet qui touche plus à l'infrastructure réseau de mon système d'information, ça va être ce qu'on appelle la micro-segmentation. Et là, en fait, plutôt que d'avoir un réseau à plat qui soit ouvert à tout le monde, eh bien, je vais subdiviser mon réseau en toutes petites parties. Donc on va segmenter mon réseau en petites parties pour éviter justement, par exemple, les attaques par ransomware qui vont chercher à se latéraliser sur l'ensemble du réseau. Et si mon réseau est subdivisé en plein de petites parties, le ransomware, il ne verra qu'une des petites parties et ne va pas infester l'ensemble de mon réseau. Ça permet de protéger le reste. Quelle est la différence entre le Zero Trust et l'IAM, du coup, IAM, Identity Access Management? Alors, l'IAM est un des composants du Zero Trust. D'accord. Je vous ai tout à l'heure, on parlait d'authentification. L'IAM, c'est le système d'information qui va porter justement cette mission de j'identifie qui accède et en fonction de la classification de l'information, je vais l'autoriser, l'entité, à accéder à cette information pour une durée limitée. Et donc là, on arrive avec des notions de gestion d'accès conditionnel. C'est-à-dire que si je suis un employé qui est avec un ordinateur fourni par l'entreprise au sein du périmètre que j'ai décrit au tout début, eh bien, je ne vais pas demander des trop gros niveaux d'authentification. On va lui donner accès parce qu'on est dans un environnement protégé. Par contre, le même employé qui va utiliser son ordinateur personnel de chez lui sur Internet, connecté avec la box de la maison, eh bien lui, je vais lui demander un niveau de connexion de sécurité beaucoup plus important. Donc, je vais lui demander de se connecter à travers un VPN, donc un tunnel chiffré qui va être un prolongement du réseau de l'entreprise pour assurer que toutes les communications ne passent que par ce lien-là et que j'ai pas de fuite à l'extérieur. Je vais lui demander une authentification beaucoup plus forte. Donc, on va faire du MFA, Multi-Factor Authentication, c'est-à-dire qu'on va lui demander plusieurs facteurs d'authentification. On va lui demander un mot de passe, on va lui demander un TOTP, donc TOTP, Time Based One Time Password. Donc, c'est un mot de passe unique qui va durer un certain temps. Donc, en général, c'est 30 secondes. Et donc, c'est un code à 6 chiffres, souvent. C'est le code authenticateur, Google Authenticator. Google Authenticator ou Microsoft Authenticator, en fait, où on va gérer un code de 6 chiffres qui est valable 30 secondes. Et donc, voilà. Et à partir, par exemple, d'un mot de passe et d'un TOTP, eh bien, j'ai deux facteurs d'authentification qui permettent de prouver de manière plus forte que c'est bien le bon employé qui est au bout de l'ordinateur et qui va taper et qui va accéder à l'information. Et ça, on va le faire. Alors, il y a plein d'autres moyens de faire du TOTP, du MFA. Aujourd'hui, il y a des protocoles comme le FIDO2 avec des petites clés physiques qui remplacent le mot de passe et qui permettent d'assurer ce TOTP, parce que l'objectif aussi, c'est de simplifier les choses pour l'utilisateur. Donc, on complexifie, on déporte toute la complexité du système et de tous ces mécanismes-là de sécurité dans le système d'information, mais vis-à-vis de l'utilisateur, en fait, demain matin, on lui demandera plus de choisir un mot de passe. Le mot de passe, c'est en train de tomber petit à petit. Aujourd'hui, il y a des technologies qui permettent de travailler sans mot de passe, et on retrouve avec une clé physique, comme la clé de la voiture, qu'on met dans l'ordinateur et qui va apporter la preuve que je suis bien la bonne personne. Et donc, on simplifie les choses pour l'utilisateur, tout en augmentant la sécurité derrière. Donc, c'est ça le rôle de l'IAM, en fait. Oui. C'est cette capacité, ce système d'information qui va porter toutes ces fonctions d'identification, d'authentification et d'autorisation sur les données du système.
Et donc, ça fait partie du Zero Trust. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre, comme d'autres composantes dans alors, le Zero ça Trust? fait partie du Zero Trust, donc l'IAM, Ouais. donc identification, authentification, autorisation, ça c'est une partie de l'IAM. Un autre enjeu, donc c'est ce que je disais aussi, c'est la gestion des accès conditionnels. C'est-à-dire, en fonction de l'endroit où je me trouve, avec quoi je me connecte, Le ainsi de VPN. suite, je vais avoir d'autres mesures de sécurité. Les autres éléments du Zero Trust, donc la microsegmentation au niveau du réseau. Et puis, on va avoir aussi un élément très important, puisque on va sécuriser le système, on l'a vu avec les deux éléments que je viens de décrire. On va avoir un troisième élément qui est primordial aussi, c'est la surveillance. Et la surveillance, pour savoir ce qui se passe en temps réel sur mon système d'information. Donc là, ça va être la collecte de tous les jours de l'événement. Donc dès que je fais une action sur mon système d'information, j'ai des logs qui sont générés. Donc les logs, c'est des lignes dans un fichier texte qui disent telle personne s'est connectée tel jour à telle heure, il a fait telle action. Et donc tous les systèmes génèrent des logs de ce type-là. Et on va collecter tous ces logs et on va les analyser en temps réel, en disant, lui, il est légitime qu'il se connecte, ou alors en détectant par exemple des attaques. La personne qui se connecte à 8h05 de son bureau à Paris et qui à 8h10 se connecte de Tombouctou sur le même système, on dit c'est suspect. C'est suspect, Ouais. parce qu'il n'est pas possible Ouais. qu'en 5 minutes il ait changé et parcouru une telle distance. Donc là, c'est des choses qu'on va détecter, ce qu'on appelle l'analyse du comportement des utilisateurs, et qui va dire là il y a un truc qui se passe. On a usurpé l'identité d'un collaborateur et donc il n'est pas légitime qu'il se connecte et on va couper de connexion et puis on va analyser après coup pour voir ce qui se passe. Donc en fait, on a besoin d'analyser et de surveiller en permanence le système. Donc ça, c'est un des 3 piliers du Zero Trust. Alors quelles sont les entreprises aujourd'hui qui mettent en place cette stratégie de Zero Trust? Qui sont les premiers concernés? Alors c'est un mot que j'ai pas prononcé encore depuis le début, mais tout repose sur l'analyse du risque. Le risque, on en a parlé un peu quand je vous parlais tout à l'heure du château fort avec son rempart qui protège le système. En fait, en fonction du risque que va avoir l'entreprise en termes de système d'information, elle va être amenée à mettre du Zero Trust. Voilà. Donc, si mon système d'information, comme je disais tout à l'heure, n'est pas connecté à Internet, où il n'y a pas d'interaction avec d'autres systèmes et que tout est enfermable dans un rempart, et pas besoin. J'ai besoin de Zero Trust. Donc c'est mon analyse de risque qui va permettre de le faire. Et en général, ce qui se passe, c'est que les entreprises, c'est les grandes entreprises, toutes celles qui commencent à réfléchir à aller vers le cloud, toutes celles qui commencent à avoir des employés qui font du nomadisme, là, il faut qu'elles mettent en place du Zero Trust. À partir d'une certaine taille, tout le monde met en place. Alors, c'est pas forcément un problème de taille. Oui. C'est un problème d'usage. Oui. C'est un problème de cas d'usage. C'est-à-dire qu'une entreprise, une toute petite entreprise, mais qui a tout son business dans le cloud, avec des utilisateurs qui font du nomadisme, il faut qu'ils fassent du Zero Trust. Et puis, comme vous disiez, voilà, c'est pas obligatoirement, on n'est pas obligé de mettre tout en place, tout ce que vous venez de citer, mais peut-être parfois c'est juste la politique d'authentification, de gestion des mots de passe, etc. En fonction du besoin, effectivement, et progresser par étapes. Alors pourquoi est-ce qu'on appelle cette stratégie Zero Trust? C'est quoi l'histoire de ce concept? J'en ai pas la moindre idée. Et parce que vous parlez aussi de buzzword, du coup. Alors, en quoi ce mot peut faire le buzz? Alors, au tout départ, donc je vous parlais tout à l'heure du périmètre. En fait, l'idée, ça a été de faire l'inverse du périmètre. Alors, je vais pas te dire le mot parce que je vais écorcher. C'est dépérimétrisation. Dépérimétrisation. Voilà. Donc le fait de. C'est pas un acronyme, mais il est pas facile. Oui, et c'est un mot qui est pas facile à dire. Donc en fait, c'est faire l'inverse du périmètre. On ouvre le périmètre. Et donc ça, c'est le forum Jericho en 2005 qui s'est rendu compte qu'il y avait ces évolutions de cas d'usage qui allaient faire en sorte qu'on allait sortir du périmètre. Et ça a été repris par 2 chercheurs qui travaillent chez Forrester et qui ont dit on va appeler ça le Zero Trust. Voilà. D'accord. Alors, je sais pas d'où ça leur est venu. C'est parti maintenant du jargon cyber. Voilà. Et le Zero Trust, en fait, ça a mis du temps parce que le Zero Trust, c'est 2010. Ça a mis du temps à percer. On n'en a pas parlé tout de suite. Et puis, voilà, il y a eu du business à faire dessus. Et du coup, le monde de l'industrie cyber s'en est emparé. Et c'est devenu un buzzword. Voilà. C'est comme ça que c'est né. Mais en fait, dans les faits, beaucoup d'entreprises en faisaient déjà avant. Parce qu'elles avaient fait leur analyse de risque et s'étaient dit ok, je fais du nomadisme, donc il faut que je mette en place du VPN, il faut que je mette en place un certain nombre de mesures pour maintenir le niveau de confiance dans mon système. Est-ce que ce concept de Zero Trust est inscrit par exemple dans des législations comme NIS2 qui vont donner justement certaines recommandations aux entreprises de ce type? Alors, NIS2 va pas embarquer directement le terme Zero Trust.
Okay. il va embarquer un certain nombre de mesures de sécurité c'est ça. qui vont, pour certaines, concourir à la notion de zéro trust. À ma connaissance, il n'y a qu'un seul pays qui a mis dans sa loi le zéro trust, c'est les États-Unis, qui, le 1er mars 2022, ont signé un acte, le Cyber Security Strategen Act. Alors, je vais le dire en français. Donc, c'est un acte, la loi de renforcement de la cybersécurité. Donc, c'était dans le cadre de la guerre russo-ukrainienne, le conflit russo-ukrainien. Et dedans, ils ont dit, en fait, ils ont demandé aux entreprises, c'est dans la loi aux États-Unis, de déployer le zéro trust dans leur entité. Donc, c'est, à ma connaissance, le seul cas où la loi parle spécifiquement du zéro trust. Ni de ni Dora ne parle de zéro trust. On parle de mesures de sécurité qui concourent pour certaines au zéro trust. Alors, le sujet du zéro trust et de la cybersécurité, de manière générale, c'est un sujet qui prend de plus en plus de place en entreprise. On dit souvent que maintenant, il faut savoir en parler. Justement, comment on fait pour présenter le zéro trust au COMEX d'une entreprise pour appuyer ce besoin de mettre en place une telle stratégie? En fait, je pense qu'il faut aborder la chose sous la notion de risque. C'est un calcul de risque, en fait. C'est quel est le risque de ne pas le faire? Quel est le risque que je prends de ne pas protéger les connexions distantes de mes collaborateurs? Quel est le risque que je prends de ne pas contrôler qui accède à mon système, à mes données? Donc ça, c'est tout un travail de prise de conscience du risque. C'est ça. On travaille sur le risque. La technique, les mesures de sécurité qu'on va mettre en place, parce que finalement, quand on fait une analyse de risque, on va identifier ce qui est essentiel pour nous, pour l'entreprise, le patrimoine informationnel sensible, ce qui est important. Après, on va identifier les besoins de sécurité qu'on va mettre sur ce patrimoine-là et on va analyser la menace qui pèse sur ces biens essentiels. Et à partir de là, une fois qu'on a ces trois éléments-là, on va pouvoir définir des mesures de sécurité qui vont réduire ce risque. Et donc, le Zero Trust regroupe un ensemble de ces mesures de sécurité pour réduire un risque spécifique lié à l'ouverture des systèmes d'information. Oui, donc on apporte une réponse. Exactement. Le Zero Trust, c'est une réponse à cette analyse de risque. Donc en fait, au COMEX, il faut lui dire, voilà, on a nos identités qui sont ouvertes sur Internet, n'importe qui peut se connecter sur nos systèmes d'information sans aucun contrôle. Là, on prend un risque. Et ça tombe bien parce que il se trouve que hier ou avant-hier, on a une attaque et que le pirate est rentré sur notre système facilement. Donc il faut qu'on fasse quelque chose pour sécuriser le système parce que le risque s'est déjà réalisé ou il va se réaliser. Souvent, il s'est déjà réalisé. Oui, souvent, c'est parce que c'est déjà arrivé qu'on met des choses en place derrière. Exactement. Alors, si on dresse un état des lieux aujourd'hui, où est-ce qu'on en est sur la mise en place du Zero Trust au sein de nos entreprises en France ou en Europe? Est-ce que pour vous, il y a encore beaucoup de travail à faire ou est-ce que ça avance? Pourquoi c'est d'ailleurs un sujet aujourd'hui au FIC? Aujourd'hui, c'est le sujet central de l'événement. Alors, il y a deux questions. La première, comment font les autres entreprises et où est-ce qu'on en est du déploiement? C'est extrêmement compliqué de répondre à cette question-là parce que, comme j'ai dit, le Zero Trust, ça couvre plein de choses, plein de mesures de sécurité et que l'application de ces mesures de sécurité va être propre à chaque entreprise. Et donc, aujourd'hui, globalement, beaucoup d'entreprises ont alors les grands groupes ont des IAM, font du MFA, ont déployé du VPN, surveillent leur système. Il y a une centaine de CERT en France, ils se réunissent autour de l'Intercert, qui est l'association qui les regroupe entre eux et ils partagent les informations. Donc voilà, ces entreprises-là, elles ont mis en place ces mesures-là et je dirais les grands groupes ont cette maturité. Après ça, la complexité, c'est les plus petites entités qui n'ont pas forcément identifié ce risque-là et qui du coup vont être en retard et qui risquent d'être rattrapés par la patrouille le jour où les attaques arrivent. Donc ceux-là sont un peu plus en risque, c'est un peu difficile à estimer. Et justement, pourquoi c'est un thème qui a été retenu pour le Forum InCyber cette année? Parce que ça devient de plus en plus critique. Il faut vraiment aujourd'hui des entreprises, comme je disais tout à l'heure, qui restent dans un périmètre fermé. C'est quand même relativement rare, c'est de plus en plus compliqué à avoir. Nos systèmes sont naturellement connectés entre eux, sont naturellement ouverts. Et donc, il est très difficile, même pour une petite commune du fin fond de la France, d'avoir un système qui est complètement isolé du reste du monde. Et donc, ils ont forcément un site web, ils ont forcément des choses comme ça. Donc, ils sont interconnectés. Et il va falloir qu'ils mettent en place ces mesures de sécurité parce qu'ils deviennent les plus fragiles. Les pirates, je prends les grands groupes de ransomware, ceux qui font du phishing, ainsi de suite, ils ratissent large. Et ceux qui tombent, c'est les plus fragiles. Ouais, c'est ceux qui ont des vulnérabilités. C'est ceux qui sont les plus fragiles, qui vont se retrouver piégés parce qu'ils n'ont pas les bons niveaux de sécurité. Et en fait, il est vraiment important aujourd'hui de remonter ces niveaux de sécurité, cette maturité en cybersécurité, en s'appuyant sur des choses simples, parce que finalement, ce qu'on a décrit depuis tout à l'heure,
on met un acronyme global, mais finalement, faire du MFA, aujourd'hui, c'est accessible à tout le monde. C'est accessible à tout le monde et c'est un des fondamentaux de la sécurité. Le login mot de passe ne suffit plus et surtout est dangereux sur Internet. Un simple login mot de passe est dangereux sur Internet. Donc voilà, toutes ces mesures-là, aujourd'hui, le VPN, c'est une technologie qui a plus de 20 ans. Donc c'est des choses qui sont matures, qui sont faciles à mettre en œuvre. Mais voilà. Ouais. Donc le message, c'est vraiment essayer de réappuyer un petit peu les bases qu'il faut mettre en place. C'est un message de sensibilisation que porte le FIC aujourd'hui avec cette thématique. Un dernier mot peut-être pour attirer de futurs talents dans le secteur de la cybersécurité. Alors oui, c'est un métier qui est passionnant. C'est un métier qui demande de l'investissement, qui demande de la rigueur, puisque quand on était plus jeune, moi j'entendais souvent c'est de la faute de l'ordinateur. Non, l'ordinateur il ne se trompe jamais. C'est toujours l'humain qui est derrière qui se trompe. C'est plus facile de reporter la chose sur l'ordinateur en disant l'ordinateur fonctionne pas. Non, c'est l'humain. L'ordinateur c'est très très bête et encore aujourd'hui malgré l'intelligence artificielle c'est très idiot et ça ne fait que ce qu'on lui demande de faire. Donc ça demande de l'exigence, ça demande de l'investissement, ça demande de la curiosité. Ça demande de l'instinct de chasseur parce que il va falloir jouer au chat et à la souris avec l'attaquant pour essayer de le retrouver, voir par où il est passé, pour fermer la porte et passer et être en permanence. Donc en fait, c'est un métier qui touche à tout. Ouais. Et voilà. Alors maintenant, tous les secteurs d'activité. Et qui touche les secteurs d'activité qu'on retrouve partout. Maintenant, j'ai envie de dire pour ceux qui vont se lancer là-dessus, il faut aussi s'ouvrir sur d'autres choses. Il y a un autre buzzword qu'on n'a pas encore prononcé depuis le début de cet entretien, c'est l'intelligence artificielle. Oui, tout à fait. Et la cybersécurité va beaucoup s'appuyer sur l'intelligence artificielle dans les années à venir. Donc, quelqu'un, un jeune qui a des compétences en intelligence artificielle, qui a des compétences en cybersécurité, mais il va avoir des ponts d'or qui vont s'ouvrir devant lui. Le message est passé. Merci beaucoup, Michel Dubois, d'être venu nous parler du Zero Trust et pas que sur le podcast. Je rappelle que le livre blanc donc sur les Zero Trust est disponible dans la description de cet épisode. Et j'en profite aussi pour remercier les équipes du Forum Incyber de m'avoir donné la possibilité d'enregistrer cet épisode lors du salon. Merci encore, Michel. Merci beaucoup. Et à tous mes auditeurs, je vous dis, comme toujours, à très vite dans le monde de la cyber. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode du monde de la cyber. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que vous commencez à bien accrocher à ce podcast. Alors si vous voulez découvrir les coulisses et être au courant de toutes les actus, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram, le monde de la cyber. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner au podcast et à me laisser un petit commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup à faire grandir le projet et ça me fait super plaisir de lire tous vos petits messages. Merci à vous et à très vite dans le monde de la cyber.